Allez, c'est parti. Campagne Smart Display. Les campagnes Smart Display, ouais, je refais plus mon introduction, c'est bon. Je pars du principe que tout le monde me connaît. Donc les campagnes Smart Display, c'est un nouveau type de campagne. Bon, c'est pas si nouveau que ça fait maintenant quelques mois que ça existe. Ça fait partie de toute cette vague de nouvelles campagnes qui arrivent dans Google Ads. Ils les appellent des Smart Campaigns. Donc on a les Smart Display, on a aussi les Smart Shopping. Il y a des campagnes Smart tout court, mais ça c'est la nouvelle version d'AdWords Express. Mais je mettrai ma main à couper que dans pas longtemps on aura des Smart Search et qu'à quelque chose près il n'y aura quasiment plus rien à faire non plus. Alors, les caractéristiques de ces campagnes, elles sont toutes à peu près les mêmes. Donc là, vraiment, nous, on va parler des Smart Display, que je connais très bien, que j'ai étudié en profondeur. J'ai publié une étude gigantesque là-dessus. C'est un peu aujourd'hui la conférence qui correspond à cette étude que j'ai faite. Elles ont des systèmes d'enchères automatiques. Elles ont des ciblages automatiques. Et elles ont, si on veut, un système de création d'annonces automatiques. D'accord ? Finalement, tout est automatique. D'après Google, ces campagnes-là, elles génèrent en moyenne 20% de conversion en plus par rapport aux campagnes display classiques. Ça, c'est ce que nous dit Google. On peut toujours faire des campagnes display classiques. On va sélectionner manuellement les endroits sur lesquels on veut apparaître, les audiences qu'on veut cibler, les mots-clés qu'on veut cibler. Ces campagnes Smart Display, on ne peut absolument pas. On n'a pas du tout la main sur le ciblage. Alors, comment ça fonctionne ? C'est des campagnes vraiment, c'est all-inclusive, je dirais. Donc, dans un premier temps, quand on crée une campagne Smart Display dans un compte, la campagne, elle va analyser toutes les autres campagnes. Elle va aller regarder un peu les ciblages sur les campagnes qui sont présentes et elle va essayer de combler les vides uniquement sur cette partie-là. D'accord ? Donc sur des gens qui sont extrêmement chauds et proches de l'achat et sur des gens qui ne sont pas encore au niveau d'acheter mais qui sont déjà bien avancés. D'accord ? Clairement, ces campagnes, leur objectif, c'est plus ou moins de prouver la valeur du display. Il faut savoir que Google, ils sont un peu en galère avec ça. C'est-à-dire que prouver la valeur des campagnes de recherche, c'est pas trop compliqué et c'est clair, les gens tapent quelque chose dans le moteur de recherche, ils se qualifient eux-mêmes. Et donc si on est au bon endroit, au bon moment, face à la bonne intention, on fait mouche assez facilement, entre guillemets. Par contre, pour le display, c'est pas pareil. On va aller cibler des personnes qui nous connaissent pas et on va essayer d'aller les interrompre dans une activité qu'ils ont. Soit ils regardent une vidéo, soit ils consultent un site avec du contenu et de l'information et ils lisent un truc. Donc là, nous, on va essayer de s'insérer, de prendre leur attention à ce moment-là. Ils ne nous attendent pas, ils n'ont pas besoin de nous et on va essayer d'aller les attraper. Ça, c'est extrêmement compliqué, d'autant que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils ont des problèmes d'attribution par rapport à ça. Donc en fait, s'il y a un clic sur une bannière display et que dans la visite qui suit, il y a une conversion, ça, Google, il arrive à le mesurer. Mais la vérité, c'est que le display, comme je disais, on va aller amener des nouvelles personnes qui ne nous attendaient pas, qui ne nous comprennent pas, etc. Et puis on va essayer de les convertir. Ça ne se fait pas en une visite. Je crois que la stat, elle dit qu'il faut en moyenne 6 à 8 touches, 6 à 8 interactions pour qu'une personne elle réalise l'action qu'on attend d'elle. Ça ne se passe pas comme ça. Donc du coup, on va avoir plein de clics display et puis on va avoir très très peu de conversions. Ça, c'est la réalité des faits. Et du coup, ces campagnes-là sont une tentative pour Google de pouvoir prouver qu'on peut faire de la conversion directe avec du display. Donc une fois qu'elles ont analysé les campagnes et qu'elles essaient de combler les vides, elles vont aussi amener des nouveaux ciblages. J'en parlais tout à l'heure, elles vont créer automatiquement toute une batterie de nouvelles audiences qu'on appelle des custom intent. Custom intent, c'est des mots-clés recherchés par des personnes sur Google. D'accord ? Donc une personne fait une recherche sur Google, donc elle a une intention, elle est qualifiée, et Google nous la dispose sur un plateau pour qu'on puisse essayer de la recibler, entre guillemets, sur du display.
Les custom intent, c'est clairement des audiences qui sont plutôt là. D'accord ? Et puis, il y a un truc qui est fondamental, c'est que c'est des campagnes qui font tout. À la fois, elles vont aller essayer d'amener des nouvelles personnes. Donc là, on est vraiment sur ce que j'appellerais du prospectif. Les gens ne nous connaissent pas, n'ont jamais visité notre site, ils ne savent pas qui on est, mais sur le papier et d'après Google, ils ont une certaine intention pour ce qu'on fait. Donc, il va aller chercher ces nouveaux-là, mais aussi du remarketing, c'est-à-dire que la campagne Smart Display, encore une fois, on n'a aucunement la main sur le ciblage, mais ce qu'elle fait dans notre dos, entre guillemets, c'est qu'elle va regarder les audiences qu'il y a dans le compte, les audiences de remarketing, et elle va s'en servir. Et elle va aller faire du display remarketing sur nos audiences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une campagne prospective manuelle et une campagne de remarketing manuelle, quand on allume ce truc-là, la campagne de remarketing, elle va quasiment plus rien donner, elle aura quasiment plus de volume parce qu'elle va lui piquer tout. Et la campagne prospective, les résultats, ils vont baisser. Parce que les meilleurs prospects, les plus chauds, elle va les voler aussi. D'accord? C'est important de le savoir, notamment si vous activez une campagne comme ça, alors que vous en avez d'autres actifs dans votre compte qui sont plus anciennes et manuelles. Les bonnes pratiques de setup. Entre parenthèses, recommandé par Google. Ça, c'est ce qu'ils nous disent pour pouvoir faire les bonnes pratiques de setup. Donc, ils nous disent, il faut miser et investir suffisamment. Les campagnes Smart Display sont des campagnes complètement automatisées qui marchent intégralement à l'intelligence artificielle, donc elles ont besoin de temps et elles ont besoin de budget. Mais par contre, quand elles marchent, comme ils disaient, ça génère 20% de conversion en plus. Donne-leur une chance, donne-leur du budget, donne-leur du temps, et tu auras de l'or. OK ? Donc, comment on détermine un coût par acquisition? Je fais une petite parenthèse. Je disais également que c'est des enchères automatiques obligatoires. D'accord? Donc, on n'a pas la possibilité de définir un coût par clic manuel. On peut seulement définir un coût par conversion cible. D'accord? Donc, comment on détermine le coût par conversion cible? Google, ce qu'il nous dit, c'est OK, tu vas regarder tes campagnes de recherche, pas celles où il y a le nom de ta marque. D'accord? Les campagnes de marque, c'est celles qui convertissent le plus. Ça va, tout le monde le sait. Par exemple, si je m'appelle Tartampion, je veux dire, tous les gens qui cherchent Tartampion sur Google, ça, c'est les campagnes qui coûtent le moins cher et qui sont les plus rentables parce que les gens, c'est là qu'ils viennent convertir. Et puis, à côté de ça, il y a les campagnes qu'on appellera non-marques, où là, on exclut volontairement les gens qui vont chercher notre marque, mais on va les positionner sur des requêtes plus génériques. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Quelqu'un qui cherche Bruno Guyot sur Google, il y a de fortes chances que lui, ça devienne un prospect. Quelqu'un qui cherche optimiser campagne AdWords ou agence, gestion, campagne Google Ads, bah là, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Parce qu'encore une fois, il lui faudra plusieurs visites avant de se dire que je suis le bon choix, ou pas. Donc Google dit, tu regardes les campagnes où il n'y a pas le nom de ta marque, tu regardes combien ça te coûte pour avoir une conversion, tu majores ça de 50% et ça devient ton CPA que tu vas renseigner dans ta campagne Smart Display. Je vois des têtes dubitatives. C'est pas clair? Il y a un problème avec les campagnes marques, non-marques? N'hésitez pas à me dire. Si vous sortez d'ici qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, je n'ai pas fait mon boulot. Donc n'hésitez pas à me dire. J'avance. Mettez un budget 5 à 10 fois supérieur à votre CPA. D'accord? Donc là, on a déterminé notre coût par conversion cible. Et ensuite, pour le budget journalier, eh ben, on le multiplie par 5 à 10. D'accord? Ensuite, on va attendre. Donc, d'après Google, il faut entre 2 et 3 semaines avant d'éventuellement pouvoir faire des toutes petites modifications. Et il faut attendre jusqu'à 4 semaines pour commencer à pouvoir faire des modifications plus importantes. Et pour pouvoir analyser les résultats et se dire ça marche ou ça ne marche pas. D'accord? Donc, en gros, on allume ce truc-là et il faut attendre 1 mois pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Parce que l'algorithme, il a besoin de temps pour trouver les meilleures pistes. Je précède les slides. Autre chose recommandée, et c'est ça qui est marrant, c'est une recommandation officielle qu'ils donnent, alors qu'en vérité, ils font du modèle d'attribution last click pour le display, mais c'est une de leurs recommandations, alors je le mets. Mettre les conversions sur des modèles basés sur du multitouche, d'accord?
Est-ce que je m'embarque dans une explication sur l'attribution? C'est peut-être pas le moment. Globalement, quand il y a un clic sur une publicité, qu'on vient sur le site web et qu'on fait une conversion, ça c'est ce qu'on appelle le last click. Si je viens sur un site web, que je m'en vais, que je reviens le soir sans avoir cliqué sur une publicité et que je fais une conversion, en last click, il y a 0 conversion. En modèle multitouche, il y a une demi-conversion. C'est un peu compliqué. Je n'ai pas le temps de vous sortir l'équipe de foot et de vous expliquer comment ça fonctionne l'attribution. Mais encore une fois, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller rechercher sur Internet. Et puis j'ai écrit des choses là-dessus aussi, si jamais. Je dois même avoir une vidéo qui explique ça. Bref. Là, c'est le modèle basé sur les données. Celui-là, il nécessite 15 000 clics, 600 conversions sur les 30 jours. D'accord ? Autant dire que ce n'est pas pour tout le monde. Sur tous les clients que j'ai, j'en ai qu'un seul qui est éligible. Donc, ce qu'on peut faire, sinon, c'est utiliser ceux-là. Modèle basé sur la position ou attribution avec dépréciation dans le temps. Ça, c'est extrêmement important. Ça va conditionner pas mal de choses pour la suite. Le display, les publicités display, en fait, les gens, ils ne cliquent pas vraiment dessus. Ça, c'est une étude qui est vieille, malheureusement. Je n'ai pas trouvé plus récent. C'est Comscore qui avait fait ça. Ça devait être en 2008, je crois. Et ils avaient évalué que seulement 16% des personnes qui voient une bannière vont cliquer dessus. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres pourcents, ils ne vont pas en tenir compte et venir sur le site pour autant. On se rend compte que quand on active des publicités display, et c'est la même vérité pour des vidéos, il y a une énorme corrélation. D'un seul coup, le nombre de recherches sur le nom de notre marque, il augmente. D'accord ? C'est corrélé, c'est juste indirect. C'est juste qu'on n'a pas les moyens technologiques pour l'instant de bien associer l'impact de ces trucs-là. C'est tout le problème à Google. C'est aussi tout le problème à Facebook. Les conversions après affichage représentent la majorité des conversions display. D'accord ? Quelqu'un voit une publicité display, hop, il va sur Google, il tape le nom de l'entreprise, il fait une conversion. Et ben, c'est ce qu'on appelle une conversion après affichage. La personne, elle n'a jamais cliqué sur la pub, mais en tout cas, il y a eu un affichage. D'accord ? Toujours pareil, là on est dans les bonnes pratiques à mettre en place avant de lancer sa campagne Smart Display. Il faut mettre en place ce qu'on appelle le suivi des impressions. Ça se passe dans Google Analytics. Là, vous voyez, le display ici, c'est un clic. Celui-là aussi. Et ici, c'est ce qu'on appelle une impression, d'accord, sans clic. Et on les différencie parce qu'il y a un petit œil. Par défaut, dans Google Analytics, ça, c'est pas activé. La seule chose que vous aurez, c'est les clics. Si vous appelez chez Google, que vous avez un correspondant chez eux, ou que vous appelez juste la hotline, vous pouvez demander à ce qu'ils vous activent les impressions display. C'est un prérequis pour pouvoir lancer ces campagnes Smart Display. Il faut absolument faire ça avant. Vous verrez pourquoi après, je vous l'explique. Et ça nécessite aussi que les comptes Google Ads et Google Analytics soient liés. Donc on le fait activer dans Google Analytics et on associe les comptes Google Ads et Google Analytics. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit encore vrai, parce que maintenant, systématiquement, je vois ces campagnes en disponibles dès le départ dans à peu près tous les comptes. Il y a encore 2-3 mois de ça, il fallait avoir suffisamment de conversions historiques pour que ça apparaisse. Sinon, on avait ça, mais on n'avait pas celle du milieu. Maintenant, j'ai l'impression que dès le départ, on peut faire ça. On en revient un peu au débat de tout à l'heure, où finalement, ils nous disent, voilà, même sans données historiques, sans rien savoir de ton business, t'inquiète pas, je vais faire un bon travail. C'est discutable. Mon avis et mon expérience par rapport à ces recommandations, donc, elles sont assez justes. Ces recommandations de départ, elles sont assez justes pour plusieurs raisons. Déjà, il faut 7 jours d'apprentissage pour que l'algorithme, là on est sur la stratégie d'enchère, elle a besoin de 7 jours pour apprendre, et après une fois qu'elle a appris, c'est bon, normalement ça roule. Et puis, il faut compter 1 à 2 semaines de plus. D'accord ? J'ai analysé plein de campagnes, j'ai fait une étude, un article de blog gigantesque, je vous donne le lien à la fin de la présentation pour les plus curieux qui auront envie d'aller creuser. Mais globalement, à chaque fois, donc ici 20 jours, 3900 clics, ici 22 jours, 43 000 clics. Ce n'est pas une histoire de clics, c'est vraiment une histoire de temps. D'accord ? Et puis j'avais un troisième cas, pareil. Ici, il y avait 14 jours, 9500 clics. Donc globalement,
7 jours d'apprentissage au début, plus encore derrière les 1 à 2 semaines pour apprendre. Donc on est vraiment effectivement dans l'ordre des 3 semaines. Avant 3 semaines, il y a tellement de fluctuations, c'est la tempête sur le lac, on ne peut pas savoir, on ne peut pas se fier aux résultats, on ne peut pas savoir où on en est. Il faut attendre que ça soit stabilisé et calmé pour pouvoir commencer à analyser. Les avantages. C'est ultra facile à paramétrer. Finalement, quand on monte une campagne Smart Display, puisqu'on ne gère pas les enchères puis qu'on ne gère pas les ciblages, la seule chose qu'on est capable de lui donner, ça va être les créatives. Les images, les messages, donc des titres, des descriptions et de la vidéo. Maintenant, on peut ajouter de la vidéo aussi dans les campagnes Smart Display. Donc, c'est hyper facile à paramétrer. On n'a pas, vous voyez, quand on fait du display classique, je reprends l'exemple de la conf d'avant. On a fait des campagnes vidéo manuelles, et on a fait une recherche de mots-clés. D'accord ? On a fait une recherche de mots-clés, tout ça, ça prend du temps, même si avec le process, ça ne prend pas trop de temps. Malgré tout, c'est du temps. Si on a envie de chercher des audiences, si on a envie de chercher des emplacements spécifiques ou des thématiques, tout ça, c'est du temps, c'est de la recherche avant. Où est-ce que je vais diffuser mes publicités display ? Et bien là, étant donné que c'est automatique, c'est pareil, je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Donc ça va hyper vite. Et puis, mine de rien, c'est pas, c'est pas négligeable. Le fait que ça fasse prospection et remarketing, ça fait moins de campagnes à créer. J'en crée une et elle fait tout. C'est excellent. Il y a aussi des inconvénients, forcément. Il n'y a pas que des avantages. L'historique de conversion est assez élevé. Alors, ça a baissé récemment. Encore jusqu'à il y a 2-3 mois, il fallait avoir un certain nombre de conversions qui étaient quand même assez élevées avant d'avoir accès à ces campagnes-là. D'accord ? Bon, ça a baissé. Donc, ce n'est plus vraiment un inconvénient, mais ça l'était jusqu'à il n'y a pas longtemps. Le budget à investir, il est assez élevé. Là, c'est mon erreur, c'est 5 à 10 fois. Faire ça entre midi et 2, ça ne réussit pas. Donc, 5 à 10 fois le CPA. D'accord ? Mais c'est quand même assez élevé. Imaginez que vous ayez un coût par acquisition de 50 balles. Il faut miser entre 250 balles et 500 balles par jour. Par jour. D'accord ? Qui peut se permettre ça ? Pas tout le monde. Avec 3 ou 4 semaines d'apprentissage à ce prix-là, vous voyez, si c'est un coût de 250 balles ou 500 balles par jour, puis imaginez qu'au bout de 3-4 semaines, ça ne marche pas, vous êtes content. Donc ça n'a pas que des avantages. Et puis, récemment, ils ont bien compris. Ils ont lancé le produit, ils ont eu des premiers retours. Donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle le paiement pour la conversion. Donc, en fait, ça veut dire que vous ne payez plus les clics, que vous payez les conversions, et que tant qu'il n'y a pas de conversion, vous ne payez rien. On parlait ce matin de landing page et de friction, et de comment on va offrir une garantie et lutter contre la friction. Là, ils ont bien compris que les budgets et que vu combien ça coûtait, c'était un vrai problème et que c'est pour ça que personne, ou en tout cas très très peu de gens les utilisaient, ils ont réduit la friction. Ils ont dit ok, faites-nous confiance, nous on est sûr que ça marche, vous payez que pour les conversions. Ouais. Finalement, on ne sait plus si c'est la campagne qui ne fonctionne pas ou la landing page qui n'est pas optimisée. C'est une très bonne remarque. C'est une équation à deux parties, toujours. Donc en fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que, d'après moi, le potentiel d'optimisation, il est d'à peu près 40% au niveau publicitaire et il est d'à peu près 60% sur la page de destination. La page de destination, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Puis après, tu as l'adéquation. Est-ce que j'envoie les gens sur une page et que le call to action, il est en adéquation ? Les gens du display qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, qui ne m'attendaient même pas, qui cliquent sur la pub, qui arrivent et puis je leur dis « achète maintenant », il y a de fortes chances que je me casse les dents, que ça ne marche pas. Par contre, si j'essaie de les draguer avec un livre blanc ou une vidéo à débloquer contre un email, ensuite, je vais pouvoir les draguer en plusieurs touches. Et là, ça marchera mieux. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Payer à la conversion. Payer la conversion. Ils ont mis ça en place. Alors, il n'y a pas longtemps, c'est pareil, j'ai l'impression que ça a changé. Je ne suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression que ça a changé. J'ai l'impression que maintenant, dès le départ, on peut lancer une campagne Smart Display paiement à la conversion, dès le début. Avant, ils disaient c'est possible, mais dans certaines conditions. Il fallait avoir un nombre de conversions minimum sur un mois. Et puis, ils voulaient aussi que les conversions, elles se fassent rapidement entre le clic display et le moment où la personne, elle fait la conversion. Ça, c'était un critère qui était jugé. A priori, mais je ne suis pas sûr, a priori, ça, ils ont dû l'abolir pour
faciliter encore plus l'adoption de leurs produits. Eux, ils sont dans une lutte permanente pour que ces produits smart ils soient adoptés et qu'ils remplacent les autres. D'accord ? Smart bidding obligatoire. Alors des forces évidentes, hein, le gain de temps et parfois une performance supérieure, c'est ce que j'expliquais ce matin. Quand leurs enchères intelligentes, elles fonctionnent, ce qui n'est pas la majorité du temps, mais quand elles fonctionnent, ça marche en généralement mieux que ce qu'on peut faire à la main. Ça, c'est vrai. C'est pareil, j'ai publié plein d'études sur le sujet. Avant les changements d'algorithme, là, en août 2018, c'était incroyable les résultats que j'avais avec ce truc-là. À budget égal, j'arrivais à doubler les conversions. À budget égal, c'était incroyable. C'était l'âge d'or. Mais des inconvénients aussi. D'accord ? Donc, on n'a clairement plus de contrôle. Qu'est-ce qui se passe quand les résultats ne sont pas bons et que je diminue le coût par acquisition et puis que ça ne change rien? Les coûts par clic sont toujours aussi élevés. Si je pouvais gérer ça à la main, je pourrais mettre un capping sur mes coûts par clic que là, je ne peux pas. Fâcheuse tendance à monter les CPC. C'est clair qu'en général, si on compare une campagne qui est en enchère intelligente par rapport à une campagne manuelle, la plupart du temps, les CPC ils sont beaucoup plus élevés. Et vraiment beaucoup. Des fois, on a des surprises incroyables. On passe de j'ai des bons résultats, je suis en manuel, je dépense 1 franc par clic, et d'un seul coup, j'active ce truc-là et on monte à 5 ou 6 francs par clic. Et les résultats, ils ne suivent pas forcément. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas tout le temps. Il faut continuer à tester ces trucs-là. C'est l'avenir, mais en attendant, il faut en être conscient. D'accord ? Après, le CPC en soi, c'est des discussions que j'ai aussi régulièrement avec Google, parce qu'eux, ils veulent absolument qu'on mette en place les smart bidding partout. Je leur dis oui, mais ça ne marche pas tout le temps et ça augmente les coûts. Ils disent mais on s'en fout des coûts par clic, ce qui compte c'est le coût par conversion et le nombre de conversions. Ils ont raison. Mais malgré tout, une fois sur deux, le coût par conversion et le nombre de conversions et le taux de conversion, il n'est pas mieux et ça coûte plus cher. Donc quand c'est le cas, je veux avoir le contrôle de pouvoir me dire stop et je repasse en manuel. Si je fais du smart display, je n'ai pas cette possibilité. Je dois couper la campagne smart display et refaire du display manuel. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. On va passer en enchère automatique. Ça va marcher super bien pendant quelques jours. Puis après, ça marche un peu moins bien. C'est pareil. Ce n'est pas la majorité du temps, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut en fait toujours monitorer. Ce n'est pas parce qu'on est en enchère automatique qu'on peut oublier et puis laisser faire. Pas du tout. Donc, d'un côté, oui, on gagne du temps parce qu'on n'a pas à ajuster les CPC tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas monitorer tout le temps. Bien au contraire. Display prospectif et remarketing, c'est une boîte noire. Quelle est la proportion de remarketing et de prospectif? On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Alors oui, les campagnes Smart Display, elles génèrent 20% de conversions en plus, mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas des conversions qui viennent du remarketing? Ça, j'en sais rien. Et évidemment, ils ne communiquent pas dessus. On n'en sait rien. Donc moi, ça me gêne. Et puis, au-delà de ne pas savoir la proportion, on peut optimiser ni l'un ni l'autre. On ne peut rien faire. Cas spécifique des campagnes avec flux de produits. Donc là, on est en e-commerce. Pour les personnes qui font du e-commerce classique, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que les campagnes shopping, c'est ce qui marche le mieux. D'accord ? Les campagnes shopping, ça nécessite d'avoir ce qu'on appelle un flux de produits, un compte Google Merchant Center, et on active des campagnes shopping. Et bien avec ces Smart Display, je pense que c'est encore en bêta. Je ne suis pas sûr que tout le monde y ait encore accès, mais ça va arriver dans pas longtemps, c'est forcé. On va pouvoir lui donner un flux de produits et elle va faire du prospectif dynamique. Un peu comme sur Facebook, si certains d'entre vous connaissent, ce qu'on appelle les Dynamic Product Ads. D'accord ? On lui donne un flux de produits et on va montrer des produits pertinents à des audiences pertinentes qui ne nous connaissent pas. Et bien là, c'est le même principe. Et puis en même temps, puisqu'elles font prospection et remarketing, ça fait aussi ce qui est remarketing dynamique. Le remarketing dynamique, c'est, vous l'avez déjà tous vu, c'est ce truc où vous allez sur un site e-commerce, vous voyez un produit, puis après vous voyez ce produit partout. D'accord ? Et bien c'est ça le remarketing dynamique. Donc comment on fait ça? On va utiliser un flux, et puis on va juste lui donner le flux de données Merchant Center, puis on peut faire des filtres. Après ça ressemble énormément à une campagne Google Shopping. Moi, ce que j'ai vu par rapport à ça, c'est que ça marche très très bien. J'ai été vraiment étonné. Ça, c'est un exemple, mais c'est assez représentatif, j'en ai plusieurs,
où finalement j'ai un objectif de retour sur investissement de 1,5 et on est au double. Donc j'ai été vraiment très agréablement surpris de ces campagnes qui marchent très très fort. Ça c'est bon à savoir si vous faites du e-commerce. Performance des différents modes d'enchères. J'ai tout étudié, hein, vous voyez. Est-ce que vous voulez que je fasse une pause là-dessus et que je vous montre comment on met en place? Pour que ça devienne un peu plus concret, 5 minutes. Parce que là, c'est beaucoup de la théorie, beaucoup des études. Ok. Donc, je suis dans les campagnes, nouvelle campagne. Je veux des prospects, je veux du display. Ah, bah, vous voyez. Alors, j'y ai pas accès dans ce compte-là. J'y ai pas accès dans ce compte-là, il me le donne pas. Alors, dans quel compte je vais aller pour avoir accès à ça? Ok, donc j'en reviens à mon affaire. Donc j'ai déterminé un objectif. Si je faisais du e-commerce, je mettrais des ventes. Là, je veux faire du prospect, donc je vais mettre prospect. Réseau display. Ici, j'ai la campagne intelligente. Donc là, je peux rentrer mon site web ou je peux le rentrer après, c'est égal. Ok, donc après c'est assez classique, on va cibler les personnes selon la géographie. Ça c'est une astuce que je vous donne. C'est toujours intéressant. Par principe, vous pouvez laisser l'option par défaut. Et puis au bout d'un moment, vous allez analyser, puis vous regardez la différence de conversion entre les gens qui sont physiquement à l'endroit que vous avez ciblé, ou alors qui sont ailleurs, mais que Google juge intéressés par votre zone. D'accord ? Et puis la plupart du temps, vous verrez que finalement, ce qui marche le mieux et de loin, c'est les gens qui sont situés physiquement dans une zone bien définie et non pas ceux que Google estime être intéressés par notre zone. Donc maintenant, ce que je fais, je le fais presque en automatique parce que j'ai tellement vu de cas où c'est ce qu'il y a de mieux. Je mets vraiment cibler les gens qui sont dans une zone spécifique. Ça vous fait gagner un peu de budget. Ok, la langue c'est français, très bien. Donc, au niveau des enchères, vous vous rappelez, c'est des stratégies d'enchères automatisées, on n'a pas le choix. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez privilégier? Et ça va déterminer la stratégie d'enchère. Donc, est-ce que vous voulez plutôt de la conversion? Là, on est plutôt dans du domaine du prospect ou de la valeur de conversion. La valeur de conversion, on est plutôt dans le e-commerce. Et puis, vous pouvez choisir la stratégie maximiser les conversions. Donc maximiser les conversions, il va dépenser tout votre budget et essayer d'avoir le plus de conversions possible pour votre budget. Et sinon, vous pouvez récupérer un tout petit peu de contrôle en lui disant moi, mon coût par conversion que je veux, c'est 15 balles. Et je ne veux pas dépenser plus pour ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va le respecter, mais ça veut dire que c'est l'objectif qu'il aura. Et puis, on va aussi pouvoir payer pour les clics ou pour les conversions. Donc là, dans ce compte-là, je suis éligible pour payer par les conversions ou pour payer par les clics. Ça fait une différence évidemment énorme selon que je paye pour les clics ou pour les conversions. Si je paye pour les conversions, je limite énormément les risques. J'en parle un peu plus loin dans la présentation. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas, c'est des options qui sont possibles. Encore une fois, si votre compte il est éligible, ce n'est pas sûr que vous ayez l'option de payer par conversion. Ensuite, on détermine un budget. Donc, si on a été un bon élève, on va mettre un budget de 5 à 10 fois ça. On peut déterminer qu'on peut utiliser un flux de produits. Ça, c'est un compte qui a été whitelisté. Donc, par défaut, le flux de produits pour les annonces que je viens de vous présenter avant, je ne suis pas certain que vous l'ayez dans votre compte. Et puis, c'est à peu près la seule chose qu'on va pouvoir définir. Alors, il y a un nouveau paramètre. Ça, c'est intéressant. Désormais, ça, c'est possible dans tous les types de campagnes. C'est
déterminer pour quelle conversion vous voulez optimiser la campagne. En fait, par défaut, avant, toutes les conversions que vous avez enregistrées dans votre compte, elles étaient prises en compte pour optimiser les campagnes. Maintenant, pour chacune des campagnes, vous pouvez définir des conversions spécifiques. Admettons que vous ayez une conversion livre blanc et puis une conversion achat, par exemple. Pour une campagne display, vous voudrez plutôt optimiser pour des livres blancs avec une landing page livre blanc. Alors que si vous êtes sur du search et que là, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la vente, vous optimiserez plutôt pour la vente et pas pour les livres blancs. Avant, on ne pouvait pas faire la distinction. Ça brouillait les signaux. D'accord ? Ce qu'on disait tout à l'heure, les signaux doivent être extrêmement clairs. Et grâce à ça, ça permet d'avoir des signaux en théorie plus clairs. Alors c'est pareil, je suis en train de tester tous ces trucs pour voir si ça a un réel impact et si ça améliore les choses. Pour l'instant, je n'ai pas assez de recul. Ça vient de sortir il y a 15 jours. Donc ensuite, on va déterminer un groupe d'annonces. Le ciblage est automatique, vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de capping. Tu n'as pas la main là-dessus non plus. Tu laisses Google gérer ça. Et puis, tu crées donc une annonce display responsive. C'est leurs nouvelles annonces donc automatisées. Donc finalement, la seule chose qu'on va pouvoir renseigner, ça va être... là, on a du contrôle, ok, sur quelle page je veux envoyer. Ensuite, on va pouvoir ajouter, donc je crois que c'est jusqu'à 15 images différentes. 15 images et puis jusqu'à 2 logos. D'accord ? Donc on peut vraiment ajouter plein d'images différentes. Lui, il va aller scanner la page qu'on lui a donnée. Il va même être capable d'aller scanner ce qu'on a mis sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook éventuellement. On va pouvoir importer des fichiers. D'accord ? Donc si vous avez des images sur votre ordinateur, là, vous pouvez les importer. Si vous n'avez rien de tout ça, vous avez éventuellement la banque d'images. Vous pouvez chercher, je ne sais rien, cherchez ce que vous voulez. Et puis, il va vous faire des suggestions qui viennent de Shutterstock. Et puis, vous sélectionnez donc le nombre d'images que vous voulez. Vous pouvez ajouter de la vidéo. Donc, maintenant, c'est jusqu'à 5 vidéos. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 titres. D'accord ? 30 caractères. Donc là, j'en sais rien. J'en mets un. Ok. On peut avoir jusqu'à 5 descriptions. On va donner le nom de l'entreprise. Allez, hop. Donc là, j'ai le flux e-commerce. J'avais activé l'option. J'ai pas mis d'image, mais admettons. Là, il nous donne la preview. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si j'ai mis tous les titres possibles, toutes les descriptions possibles, 15 images, 5 vidéos, lui, il va prendre chacun des éléments et il va en faire des combinaisons. D'accord ? C'est pour ça que la création d'annonces, elle est automatisée, entre guillemets. La seule chose qu'on lui donne, c'est des inputs. Et lui, il gère tout pour nous. Il gère l'optimisation en fonction de la personne, du contexte, etc. Il lui montrera, d'après Google, la pub la plus pertinente possible. D'accord ? Donc, un indicateur qui est intéressant, là, il va nous dire, OK, quelle est la force de ton annonce. Donc, évidemment, quand on a toutes les images, c'est au vert. Quand on a tous les titres, c'est au vert, toutes les descriptions. Et puis, il va te donner une appréciation sur ton annonce. Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle est assez bien ? Est-ce qu'il faut la compléter ? Et puis voilà, en fait. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous enregistrez et c'est parti. Vous n'avez pas déterminé de ciblage, vous avez juste déterminé un coût par conversion, une conversion spécifique pour laquelle optimiser, vos images, vos messages et c'est tout. Vous enregistrez, c'est prêt à partir. Il n'y a rien de plus à faire. Et la performance, elle est du coup évaluée comment par Google ? Sur quels critères ? Eh bien, tu as déterminé un objectif au début, donc soit vente, soit prospect. Il va se servir de ça pour évaluer la performance en fait. Si tu veux des prospects, il va évaluer le nombre de conversions et puis le coût par conversion surtout. Il va essayer de t'amener le plus de conversions possible pour le coût que tu as déterminé et essayer de ne pas dépasser. Dans les faits, il dépasse ou c'est mieux. En fait, c'est juste un indicateur, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, vous avez vu en 2 secondes comment c'est possible de créer la campagne display. C'est ultra simple. On ne peut pas faire plus simple.
Non, mais au niveau du compte, tu as la possibilité de rentrer des listes de whitelistage. Et du coup, elles en tiennent compte. Mais ils te déconseillent de faire ça, évidemment, parce qu'ils ont besoin de volume pour faire grandir l'algorithme, etc. Mais c'est clair que les réglages sont extrêmement sommaires. Ouais. Ok, on reprend. Alors, tiens, je vous remontre à l'écran. Juste à un moment donné, tu avais un flux Google Shopping Ouais, c'était un flux Google Shopping, ouais. tu as un pause merch au centre. Exactement, c'est ce que j'expliquais juste avant. Les campagnes Smart Display avec un flux qui est rattaché, celle-là, elle marche super bien. En tout cas, de mon expérience, de ce que j'en ai vu, toutes celles que j'ai faites, elles ont toutes cartonné. Très intéressant. Voilà, si je reviens juste sur la partie enchère, donc on peut payer, enfin, on peut privilégier valeur de conversion, on peut payer en maximisant ou en donnant un coût par conversion, on peut payer pour les clics ou pour les conversions. Alors j'ai testé pour vous, je crois que c'est le nom d'une émission, bref, j'ai testé pour vous et j'ai regardé un petit peu la performance des différents trucs. Et je vous livre un peu ce que j'ai vu. Je ne détiens pas la vérité, c'est ce que me disait mon contact chez Google. Il me disait oui, mais bon, quand même, c'est juste sur tes comptes et c'est pas forcément la vérité. Et c'est clair, c'est juste sur mes comptes et c'est pas forcément une vérité générale. Ce que je partage avec vous, c'est ce que j'ai vu. C'est pas du tout une vérité générale. Vous devez tester dans vos comptes systématiquement, d'accord ? C'est juste un partage d'expérience. Donc, le CPA cible paiement au clic. Donc le CPA cible paiement au clic, c'est celui-là. Je veux des conversions, je veux un coût par conversion et je veux payer pour les clics. Donc la méthode la plus classique, c'est celle qui est la plus utilisée. C'est aussi celle qui, d'après moi, donne les meilleurs résultats la plupart du temps. En fait, c'est la moins volatile, c'est la plus prédictible. En général, voilà, quand ça fonctionne toujours pareil et il n'y a pas tellement de surprises. Attention toutefois de donner un coût par conversion qui soit réaliste, sinon la campagne elle va s'arrêter toute seule. Des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. En général, j'en mets un, il est représentatif. Qu'est-ce qui se passe? Donc on démarre la campagne Smart Display ici. Et puis, vous voyez, on est à 3 semaines plus tard. Comme j'ai mis un coût par acquisition qui était trop bas, en tout cas trop bas pour la campagne Smart Display, elle a dépensé. À un moment, elle se rend compte qu'elle n'y arrivera pas. Elle coupe. Elle s'arrête toute seule. C'est exclusif. C'est la première fois chez Google qu'ils font des campagnes qui vont s'arrêter toutes seules si elles n'arrivent pas à l'objectif. Ça n'est jamais arrivé avant. Il n'y a aucune autre campagne qui fait ça. D'accord ? Conseil. Et c'est marrant parce que dans le fond, c'est le même conseil que je vous ai donné tout à l'heure pour la vidéo. Vous mettez un coût par acquisition et vous le mettez plus élevé au début pour donner de l'air à l'algorithme et ensuite vous le baisserez au fur et à mesure. Mais si vous faites l'inverse et que vous commencez avec un coût par acquisition qui est trop petit, la campagne elle va s'arrêter comme je vous ai montré avant. Donc là, j'ai démarré avec un CPA qui était celui que je voulais, ça vivotait, ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, j'ai augmenté, je me suis dit allez, pendant 2 jours, je vais augmenter puis je vois ce qui se passe. Et puis là, ça a complètement décollé. Donc finalement, vraiment, le conseil, c'est ça. C'est, ok, vous savez c'est quoi votre objectif, je ne veux pas dépenser plus de 15 balles, et bien mettez 20 ou mettez 25, vous mettez ça 2 jours, juste pour lui donner de l'air et pour... Vous voyez, c'est une grosse machine, ces algorithmes. Idéal pour lancer... Ah oui, on est passé à un autre. Donc le paiement à la conversion. Ok, paiement à la conversion, si je reviens ici, c'est juste switcher puis passer en paiement à la conversion. Ça va, je ne vous perds pas. Quelle heure il est? 4h20, c'est pas trop dur? Elle est un peu technique et un peu théorique celle-là. En fin de journée, je suis désolé, mais... Bon, si je vous perds, vous me dites, puis on va boire des mojitos. Alors, paiement à la conversion. Idéal pour lancer la machine sans payer. Sous réserve que votre compte soit éligible, mais encore une fois, vraiment, j'ai l'impression que cette option de paiement à la conversion, elle est disponible dès le départ maintenant. L'inconvénient majeur de ces campagnes, comme je disais tout à l'heure, en tout cas pour moi, c'est que c'est des campagnes entre guillemets pour les riches. Il faut dépenser beaucoup, il faut attendre super longtemps avant d'avoir des résultats et de pouvoir analyser, etc. Pas tout le monde peut se permettre ça.
Du coup, grâce à ce paiement à la conversion, comment je m'en sers maintenant? Systématiquement, quand je fais le test, parce que je les teste à chaque fois, que je sois content ou pas, ce sera la conclusion un peu de tout ça, que je sois content ou pas, en fait, mes émotions et mes états d'âme, on s'en fout, je teste par principe. Et vous devez faire pareil, vous devez tester, tester, tester. Et vous ne devez pas présumer que vous savez à l'avance, tester. Donc idéal pour lancer la machine sans payer, je lance une campagne Smart Display, je la passe au paiement par conversion. La plupart du temps, elle s'arrête automatiquement. Elle va s'arrêter dans les 3 à 5 jours, ça dépend du budget que je mets au départ. Si vous faites un paiement à la conversion, ce que je vous recommande, c'est de mettre un tout petit budget, même si vous avez des avertissements et qui vous dit oui, mais par rapport à ton coût par acquisition, tu devrais miser beaucoup plus que ça. On le laisse parler, on s'en fout, puis on met un petit budget. L'idée, c'est de faire traîner sur le plus de jours possible les clics qu'on va obtenir gratuitement, parce qu'on va obtenir des clics gratuitement tant qu'il n'y a pas de conversion. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré au début? Ces campagnes Smart Display, c'est une histoire de nombre de jours, ce n'est pas le nombre de clics. Il y avait des campagnes, j'avais 40 000 clics et c'était toujours le bordel. D'autres où j'avais 9 000 clics, c'était vraiment une histoire de temps. 2 semaines à 3 semaines. Donc, quand vous passez là-dessus, vous mettez un tout petit budget pour faire durer le plus possible. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, lui, il a des... C'est tout des algorithmes automatisés. Il estime que si au bout de tant de clics, il n'y a pas de conversion, il ne gagnera pas d'argent, il la coupe. D'accord? Donc, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Vous devez faire durer ça le plus longtemps. Et puis, tout ce que vous prenez gratuitement, le plus longtemps vous pouvez faire durer, après, de toute façon, une fois, elle se coupera. La plupart du temps, elle se coupe quasiment à chaque fois. C'est assez rare des campagnes où on lance à la conversion et où ça prend dès le départ et où c'est sustainable. Vous voyez? Ça, c'est très très rare. Donc, si ça vous arrive, tant mieux, c'est parfait. Et si ça ne vous arrive pas et qu'elle s'éteint, voilà, vous avez fait durer le plus longtemps possible. Vous prenez le relais ensuite en payant chaque clic, mais vous avez gagné du temps. Pas disponible pour tout le monde, etc. C'est vraiment les critères que j'ai expliqués tout à l'heure. Des résultats variés, parfois coupent très très vite. Vraiment, des fois en 2 jours, c'est terminé, quoi. Et on n'a pas eu le temps d'avoir tant de clics que ça, c'est fini. Ça, c'est un peu dommage. Après, on comprend Google, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ouais, c'est un peu frustrant. ROAS cible. Alors ça, c'est si vous faites du e-commerce, mais pas que. J'avais expliqué, c'est pareil, c'est dans les articles que j'ai publiés, je crois, fin d'année dernière, comment finalement on arrive à ajouter des valeurs fictives à des conversions, un petit peu des ordres d'importance pour pouvoir utiliser ces algos-là et finalement, même si on ne fait pas du e-commerce. Donc, stratégie d'enchère liée à la valeur et au retour sur investissement. Donc, idéal quand on fait de la vente en ligne, mais pas que. C'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Non, il y a un truc que je voudrais rajouter, que j'ai dû oublier, c'est que c'est extrêmement volatile. J'ai été très déçu par celle-là. D'habitude, sur des campagnes display manuelles, quand j'utilise ça, ça marche quasiment à tous les coups. C'est une stratégie d'enchère qui est excellente pour les campagnes display classiques. Elle est vraiment bien. Mais par contre, sur du Smart Display, les résultats que j'ai eus, ils étaient vraiment assez décevants par rapport au reste. Donc voilà, retour d'expérience. CPA cible avec inclusion des conversions après affichage. Donc ça, c'est encore en bêta. Vous avez la possibilité de payer pour des impressions visibles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était important, donc je reviens là-dessus. 16% des gens cliquent sur les pubs display, d'accord? Tous les autres ne cliquent pas. Ils les voient et il se passe des conversions après parce qu'ils vont aller rechercher ou taper directement le nom du site. Conversion après affichage. Ça va? Vous vous rappelez? Cette bêta-là, elle permet de dire, OK, tu vas payer les impressions, mais en contrepartie, toutes les conversions après affichage, donc celles-là, elles ne sont pas dans les conversions normales, je te les mets dedans, et comme ça, tu as plus de conversions, et comme ça, la campagne Smart Display, elle a beaucoup plus de chances de marcher. Est-ce que vous comprenez la logique? Ou je vous ai perdu? Non? Vous avez compris la logique? Ouais? OK. Donc, une fois qu'on est whitelisté, c'est en bêta, on a la possibilité d'inclure les conversions après affichage dans la colonne conversion et toutes les conversions, disponible uniquement quand on paye les impressions visibles, et disponible uniquement sur bêta. Voilà, OK. C'est la majorité, d'accord? Là, je vous montre.
Alors ça dépend des campagnes, c'est parfois, c'est pas toujours, mais là c'est les conversions liées à des clics, et là c'est les conversions après affichage. Vous voyez par exemple sur cette campagne-là, j'ai 268 conversions après clic et j'en ai 1033 après affichage. C'est la majorité. C'est pas toujours le cas, mais c'est énorme. On passe à côté d'énormément de conversions. En ayant la capacité d'inclure toutes celles-là là-dedans, ça fait autant de signaux en plus pour l'algorithme pour qu'il puisse mieux comprendre qui sont vos clients, qu'est-ce qui marche et que ça puisse fonctionner. Donc là, c'est des exemples que j'ai faits où finalement, j'ai testé avec les modes traditionnels, d'accord, où j'inclus pas les conversions après affichage. Ça s'arrête, ça meurt naturellement, clac, ou là je mets en pause parce que c'est pas rentable. Et puis ensuite, j'ai été whitelisté sur ce truc-là, où c'est sorti, je sais plus, peu importe. Et là, je me suis dit, ok, donnons-leur une deuxième chance et voyons si en ajoutant celle-là, ça peut faire quelque chose de mieux. Et pas toujours, mais quand même régulièrement, ça a permis de relancer et ça a permis d'avoir une victoire au lieu d'avoir une défaite. D'accord ? Donc ça, c'est une option qui est intéressante. Si vous avez un contact chez Google, c'est pareil. Un coup de téléphone, est-ce que c'est possible d'être whitelisté pour avoir ça ? Oui, non, et voilà, vous êtes fixé et ça peut vous sauver des campagnes et faire que ça fonctionne alors que ça ne fonctionnait pas avant. Analyse et optimisation. Alors vous avez vu, en 2 secondes, on a monté la campagne. De toute façon, on a la main sur rien. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'optimisation ? Eh bien, l'optimisation, c'est à peu près pareil. On peut optimiser rien ou presque. D'accord ? La seule chose qu'on va pouvoir optimiser, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les assets créatifs. Les assets créatifs, pardon. Donc quand je suis dans l'onglet des annonces, ça c'est une ligne d'annonce, d'accord ? Je vais avoir plusieurs annonces comme ça. Et puis j'ai ce petit truc là, afficher les détails de l'élément. Et puis quand j'affiche les détails de l'élément, il va me montrer mes différents titres, mes différentes descriptions, mes différentes images, et il va simplement me dire si c'est bon, si c'est faible ou si c'est excellent. C'est la seule chose que je sais. Et comment j'optimise avec ça ? Eh bien, les faibles, je vais les supprimer, et puis je vais rajouter des nouvelles propositions, et puis dans 15 jours, quand j'aurai suffisamment de données, je vais revenir là-dedans, et puis il y aura de nouveau des faibles, des bons et des excellents. Et du coup, je vais refaire ce travail systématiquement. Exclure les faibles, remettre des nouveaux challengers, et faire ce travail-là systématiquement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les optimiser, c'est à peu près la seule chose qu'on a pour optimiser. Et l'autre chose qu'on a pour optimiser, c'est de tester ce que je viens de vous montrer, les différents modes d'enchère. Quel est le meilleur mode d'enchère pour avoir les plus de performance ? C'est la seule chose qu'on peut faire. D'accord ? Mais là, on a moyen de savoir sur quoi il base la performance, si c'est bon ou excellent ? Non. Non. Il faut leur faire confiance. Et c'est pareil, j'ai envie de dire, pour moi, il y a un truc qui manque fondamentalement là-dedans, de savoir que chacun des trucs individuellement, il est bien, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il en est des combinaisons ? J'apprends rien, je peux rien optimiser, j'en sais rien. C'est frustrant. Pour moi, c'est hyper frustrant. Mais on va y revenir, il y a d'autres gens pour qui ça, c'est super bien. Donc vraiment, je tiens à nuancer mes propos. Tenez compte des conversions après affichage et multi-appareil. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc là, c'est les conversions après clic. Ça, c'est les conversions après affichage. Et il y a encore une autre colonne, des conversions supplémentaires. Vous voyez, on va en chercher un peu partout finalement, on en récupère plein. Les conversions multi-appareil. Quelqu'un voit une publicité display sur son attel et le soir, il rentre à la maison, il va sur son ordinateur, il tape le nom du site et il fait une commande. C'est ce qu'on appelle une conversion multi-appareil après affichage. Ok ? Et ça vient là-dedans. Comment on en tient compte ? Eh bien, finalement, on va additionner les conversions après affichage, les conversions multi-appareils, et on va diviser ça pour obtenir un CPA réel. D'accord ? Parce que le CPA que Google il nous montre, le coût par conversion, en vérité, c'est uniquement ça. Plus ça si j'ai l'option activée en bêta. Mais la plupart du temps, c'est ça. Mais ça, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg, et ça, c'est toute la partie qui est en dessous. Donc il faut en tenir compte pour déterminer un coût par acquisition qui soit raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas ? On est encore dans les maths, hein. Je suis désolé. Donc on fait un taux de variation, ok, par rapport finalement, si là je dépense 100 et j'ai 10 conversions, mais une fois que j'ai tenu compte des autres, je dépense 100 puis j'en ai 50. Donc quelle est la variation entre les deux ? Et finalement,
je vais pouvoir augmenter mon coût par acquisition cible que j'ai prédéterminé dans ma campagne de cette variation. Parce que je sais qu'en fait, j'en aurai plus que ce qu'ils m'en donnent. Mais c'est juste qu'elles ne sont pas prises en compte par l'algo. Vous voyez un peu la logique? Là, je m'éclate les jours, je ne vous dis pas. Là, je m'éclate à faire des trucs comme ça. Apprenez de mes tests et de mes erreurs. Une fois, j'ai vraiment voulu tester, je faisais du e-commerce et j'ai démarré plein de campagnes Smart Display. C'est pour mon plus gros client, donc là, on a des budgets qui sont assez forts. Et j'ai démarré plein de campagnes et je les ai démarrées en ROAS cible. Et puis, au bout de 15 jours, elles n'avaient toujours pas démarré. J'avais eu le support Google 10 fois, ils ne comprenaient pas, ils cherchaient. Et puis finalement, je suis juste passé en CPA cible et ça a démarré instantanément. C'est juste que ça ne démarrait pas en ROAS cible. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas démarrer en ROAS cible. Je vous le dis, c'est tout. Ne scindez pas par appareil. C'est pareil. Quand on est frustré d'un truc qu'on ne peut pas trop optimiser, on cherche des moyens de l'optimiser. Donc, on commence à aller segmenter, puis se dire, OK, ces campagnes Smart Display, super, impeccable. Comment ça donne sur les différents appareils? Et puis là, on voit que ce n'est pas du tout pareil. Alors, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, attends, je vais faire une campagne sur le mobile, une campagne sur les tablettes, une campagne sur les ordinateurs. Et puis là, je vais pouvoir miser plus parce que je suis au-dessus de l'objectif. Là, je vais miser un peu moins parce que je suis en bas. Puis là, je vais rester à peu près pareil. Et puis, je vais faire mieux puisque je segmente. Je vais faire mieux, c'est évident. Eh bien non, mauvais calcul. J'ai jamais fait aussi bien. Jamais. En fait, elles ont besoin d'avoir le trafic de partout pour fonctionner le mieux. Ça, c'est pareil. Il n'y a personne qui me l'a dit, j'ai dû l'apprendre. Je l'ai appris en plombant des campagnes. C'est le tarif. Il faut apprendre, il faut faire des erreurs pour pouvoir ensuite les comprendre. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure, Thibaut. Les algos ont changé. À une époque, c'est quelque chose que je recommandais. Je disais, OK, mettez des micro-conversions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites du e-commerce. Une micro-conversion, c'est un ajout au panier. C'est une conversion intermédiaire sur le chemin de ce qu'on attend vraiment des gens, qui passent une commande, qui fassent un achat. Mais le truc, c'est que pour un qui passe un achat, il y en a 10 qui font un panier. Et puis, mine de rien, les 10 qui font un panier, ils sont quand même vraiment beaucoup plus qualifiés que ceux qui n'en font pas. C'est très corrélé. Donc, on ajoutait ces données-là. Je faisais un objectif de conversion des ajouts au panier, et puis je les rajoutais là-dedans. Et puis, ça me permettait d'avoir suffisamment de données, puisque, rappelez-vous, jusqu'à il y a 6 mois en arrière, il fallait un minimum de conversion pour activer les trucs intelligents. On ne pouvait pas en dessous d'un certain nombre. Donc, je faisais en sorte d'arriver au seuil en rajoutant des trucs comme ça, qui sont pertinents. Il n'y a pas de... C'est pas faux comme raisonnement, et ça marchait super bien. Et puis, les algorithmes, ils ont changé vers août ou septembre l'année dernière. Et puis, j'ai l'impression, c'est mon ressenti, que d'avoir plein de micro-conversions, ça brouillait les signaux. Et au-delà de mon ressenti, ça, c'est quelque chose que j'ai constaté plusieurs fois. Donc là, vous voyez, j'ai plein de conversions. Donc là-dedans, admettons, j'ai des ajouts au panier et puis j'ai des achats. Mais évidemment, il y a toujours plus d'ajouts au panier que d'achats, c'est logique. Je vire les paniers, donc là, il ne reste plus que les achats. Et finalement, vous voyez, le taux de transaction, à partir du moment où j'ai viré les ajouts au panier, il est monté. Comme si finalement, tous ces ajouts au panier, ça venait distraire l'algorithme de l'essentiel qui est on veut des gens qui achètent. Vous voyez? Donc ça marchait avant, et puis mise à jour algorithmique, ça ne marche plus. Donc il faut sans cesse étudier, comprendre, apprendre. Donc désormais, la bonne pratique, c'est vous mettez que les conversions finales en espérant que vous en ayez assez. Et éventuellement, si vous n'en avez pas assez, vous pouvez continuer à essayer avec ça. Mais dès que c'est parti, dès que ça fonctionne, il faut les virer. Conclusion. C'est les moritos se rapprochent là. Alors, des promesses tenues. C'est quoi la promesse de ces campagnes? La promesse de ces campagnes, c'est de vous faire gagner du temps. C'est une des plus grosses promesses. Pari tenu. En 2 secondes, on monte une campagne. Franchement, excellent, rien à dire. Maintenant, l'opacité nous cache peut-être la vérité. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en est de la répartition du remarketing et du display prospectif? On sait que les campagnes de remarketing, ça marche. On le sait, il n'y a pas de problème. Dans ces campagnes-là, on ne sait pas. Ça se trouve, il y a 80% de remarketing et seulement 20% de prospectif. Les résultats, ils sont géniaux. Bah ouais, tu m'étonnes, évidemment. Et ça, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Donc moi, ça me gêne. Gain de temps versus gain de performance. Ça, c'est un débat. Je pense que la stratégie de Google, elle est assez claire.
aujourd'hui, finalement, la proportion d'entreprises qui font des pubs sur Google, elle n'est pas si énorme que ça. Ils ont encore un marché gigantesque. Ils ont encore une masse de clients potentiels. Enfin, ils sont de loin pas à la moitié du marché. Je pense que s'ils ont 15% des entreprises qui annoncent, c'est le bout du monde. Donc, ils ont encore un boulevard devant eux. Mais les entreprises qui restent, ça va souvent être des petites entreprises ou des entreprises de proximité. Elles ne vont pas avoir forcément les moyens de prendre une agence. Elles n'auront pas forcément quelqu'un en interne. Et donc, il faut pour ces gens-là que ce soit le plus facile possible. Donc, en mettant au point des produits qui sont ultra simplifiés, eh ben, ça permet une adoption, une conquête de nouveaux clients beaucoup plus aisée. Donc, le gain de temps et de simplicité, il a un avantage pour tous ces clients qui aujourd'hui ne font pas plus de Google parce que c'est compliqué puis qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps de se mettre dedans ou de prendre quelqu'un. Pour eux, c'est un vrai avantage. Pour des gens comme moi dont c'est le métier, c'est extrêmement frustrant parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien optimiser. Et puis, malgré tout, ce n'est pas vrai à chaque fois, mais j'ai quand même des meilleurs résultats en manuel. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de capping, il n'y a pas de gestion. Je veux dire, on ne peut pas régler les enchères et ajuster en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas. On ne peut rien exclure, on ne peut rien faire. Donc, oui, le machine learning, c'est l'avenir. Oui, ça va marcher. Oui, parfois, ça marche même très bien. Mais malgré tout, j'ai l'impression que je fais mieux en manuel. Maintenant, il y a quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que mon travail, il coûte, et il coûte cher, et j'y passe du temps. Alors, qu'est-ce qu'il en est finalement? Est-ce que gagner 20% en moins de rentabilité sur une campagne 100% automatique ou gagner 20% de rentabilité en plus, mais en payant un mec comme moi, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, le calcul, il n'est pas si simple. Il y a des fois où c'est plus rentable d'avoir un mec comme moi et je fais une différence, et il y a des fois, non, et c'est pas rentable. Et c'est ça le pari de Google aussi. Et c'est ça la question que vous devez vous poser. Si vous êtes dans le rôle de l'entreprise qui doit engager quelqu'un, est-ce que je vais faire des campagnes qui sont faciles à monter en 2 secondes? Ce sera peut-être un peu moins bien qu'avec un pro, mais l'un dans l'autre par rapport au temps qu'il y passerait, c'est plus rentable de faire ça. Et puis, il y a un truc aussi qui me gêne. Comme je disais, j'essaye vraiment de faire tout bout en bout. Je vais commencer par faire l'analytics, ensuite je vais faire la pub, et ensuite, fort de tout ce que j'ai appris là, je vais optimiser le site en ayant appris sur les clients et ce qui marche bien. Et bien, ces campagnes, moi, elles me frustrent parce qu'on n'a aucun retour. On n'a aucun retour. On ne sait pas les audiences qui marchent, on ne sait pas les messages qui marchent, en tout cas les combinaisons, qu'est-ce qui fonctionne, quel ciblage par rapport à quel message fonctionne, tout ça, on ne sait pas. Et du coup, au-delà de rien pouvoir faire, ça nous enlève de la capacité d'apprendre. Et ouais, ça, moi, ça me gêne. Retrouvez l'étude complète, voilà, avec tous les commentaires, etc. Un pavé qui fait à peu près 5000 mots. Et voilà.